Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un rêve qui est en passe de devenir une réalité en Guinée. La création de la police de proximité devrait se faire sous peu. Le projet est financé par l'Union européenne. Une rencontre qui est tenue à cette effet ce mercredi à la primature. Les échos, c'est dans cette édition. Journée internationale des télécommunications célébrée ce mercredi en différé, occasion pour le ministre des télécommunications de vanter les mérites des technologies de l'information et de la communication. Et puis une réalisatrice dans la rubrique invitée du journal, Madame Sissé Mawata Kamara, répond aux questions de Mohamed Djibril Kabara sur son film intitulé « Quel est ce sera en fin d'édition ?» C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les acteurs du secteur privé et public ont procédé ce mercredi à la prévalidation du nouveau code des investissements et de la lettre de politique des PME. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée par le ministère de l'Industrie et des PME. Les deux documents sont une garantie pour améliorer le climat des affaires en Guinée. Ils devraient aussi contribuer à promouvoir les petites et moyennes entreprises dans le pays. Mamadi Kamisoko. Après un classement confortable au Doing Business de l'année dernière, la Guinée cherche à améliorer davantage le climat des affaires afin de rassurer les investisseurs. C'est pourquoi, après la révision de l'ancien code des investissements et l'élaboration de la lettre de politique des PME, le ministère de l'Industrie et des PME soumet les deux documents à l'appréciation du secteur privé guinéen. En ce qui concerne le code des investissements et la lettre de politique des PME, il est important que le secteur privé apporte sa contribution. Aujourd'hui, avant de soumettre le document au gouvernement, nous avons estimé qu'il était bon que le secteur privé soit encore associé pour toujours arriver à un document consensuel. Le code des investissements qui nous réunit ici aujourd'hui, comme vous le savez, son objectif c'est vraiment nous aider à attirer l'investisseur en Guinée et faciliter l'investissement en Guinée. Donc ça va de pair avec l'amélioration du climat des affaires. Que cette approche participative a toujours été la vision de la SFI du groupe de la Banque mondiale. C'est pour cela que nous avons fortement encouragé le gouvernement et le ministère de l'Industrie justement à continuer ces concertations. Parmi les innovations contenues dans ces deux documents, la définition d'un champ d'application intégrant de nouveaux secteurs d'activité tels que la santé, l'éducation, la formation, les droits de garantie accordés aux investisseurs sur le plan institutionnel et juridique, ainsi que la création des centres d'appui aux petites et moyennes entreprises. La finalité de ce travail est de trouver les voies et moyens susceptibles d'améliorer le bien-être des populations guinéennes et d'assurer le plein emploi grâce à un secteur privé performant et compétitif. Il faut aussi, dans cette optique, que la dynamique des affaires soit une source de recettes pour l'État. Face aux opportunités que nous offrent les immenses potentialités économiques que recèle notre pays, le Code des investissements et la lettre de politique nationale des PME vont être des instruments de régulation majeurs et des facteurs importants d'incitation à l'investissement et à la promotion des petites et moyennes entreprises. Après cette étape importante pour l'avenir du secteur public et privé de Guinée, les documents prévalidés seront soumis à l'appréciation du Conseil des ministres avant de passer au Conseil national de la transition pour adoption. La création de la police de proximité est bientôt une réalité en Guinée. Le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 45 milliards de francs guinéens. Ce mercredi, une rencontre autour de ce projet s'est tenue à la primature sous l'égide du chef du gouvernement. Elle a regroupé cadres de la police et de la protection civile ainsi que des représentants d'institutions nationales et internationales. Benoumar Silayete, voici son compte rendu. La création de la police de proximité est l'une des recommandations du séminaire national sur la réforme du secteur de la sécurité tenu du 27 au 31 mars 2011. Aujourd'hui, elle voit le jour grâce à l'appui de l'Union européenne qui a financé le projet à 5 millions d'euros, soit 45 milliards de francs guinéens. La police de proximité permettra de rapprocher l'administration de la police plus près des citoyens. La police de proximité qui est depuis une réalité à travers le monde n'est pas qu'un concept, c'est aussi et surtout une politique.
la vision futuriste de la police nationale guinéenne en pleine mutation. Ce projet s'inscrit dans le plan d'action prioritaire du département de la sécurité et de la protection civile élaboré par le comité technique sectoriel de réforme de la police et de la protection civile et qui s'intègre dans la nouvelle politique nationale de sécurité intérieure. La police guinéenne au centre de la réforme des services de sécurité et de défense engagée par le gouvernement de la Troisième République souffre toujours d'une insuffisance institutionnelle de gestion des problèmes de sécurité, d'un déficit de personnel compétent et de matériel. Une situation alarmante qui amène l'Union européenne à prendre les choses en main pour rendre la police nationale proactive. Le suivi général du projet sera assuré par Civipol, attaché au ministère de l'Intérieur français, et se déclinera en 3 composantes. La première, appuyée par Cogentin, une ONG spécialisée dans ce domaine, s'attachera à la restauration du lien entre la police et les populations. Le deuxième volet, confié à la France, touchera au renforcement des capacités opérationnelles, formation de base et continue. Et le troisième volet, confié à l'Espagne, visera l'accompagnement de l'inspection générale de la police guinéenne et la prévention de crimes. Visiblement réconforté par le geste, le Premier ministre a remercié la donatrice. Pour lui, la sécurité est un problème de société qui se pose aujourd'hui en Guinée avec acuité. La sécurité est devenue un problème de société en Guinée. Elle ne concerne plus la police, mais elle concerne toute la société guinéenne. Nous devons donc pouvoir regarder nos problèmes en face, voir les défis que nous avons à relever. Nos partenaires peuvent continuer à nous aider, mais il est bon que nous fassions un examen de conscience nous-mêmes. Une administration doit être au service des administrés. Est-ce que nous le sommes vraiment? Je crois que les 2 événements qui viennent de se passer ont été une leçon pour nous tous. Cet ambitieux projet de mise en œuvre de la police de proximité est composé de 2 phases, une phase pilote et celle d'extension. La première concerne les commissariats des communes de Matam, Ratoma et Zérékouré avec une durée de 18 mois. Dans le même registre, la réforme du secteur de sécurité au centre des médias. Ce matin à l'ENAM, c'était à l'occasion du démarrage de l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias sur le sujet. S'étendant sur 2 jours, la rencontre est initiée par le projet Faisons Ensemble en partenariat avec CECID et partenaires Sénégal, comme rendu à Diratouba. Les relations civilo-militaires ne sont pas au beau fixe en Guinée. Selon le rapport d'évaluation de 2010 de la CEDEAO, la situation du secteur de la sécurité n'était pas des plus reluisantes. Il y a quelques années, était particulièrement tendue à cause du rôle d'acteur central que jouaient les forces de défense et de sécurité dans le pouvoir politique. Si le but de la réforme est d'assurer une bonne gouvernance pour promouvoir un secteur de la sécurité efficace et favorable au développement, cet objectif ne saurait être atteint sans une volonté politique affirmée, une appropriation nationale, un large consensus et un cadre législatif adéquat. Une situation qui, selon la directrice adjointe du projet Faisons Ensemble, est due aux méfaits d'une malgouvernance de longue date, d'où la nécessité de rétablir les relations civilo-militaires afin que les droits de chacun soient respectés. Nous avons la conviction que les conflits peuvent être évités grâce à une meilleure façon de gouverner la vie quotidienne. Le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques, le manque de communication et d'information sont des sources de conflits potentiels. C'est pourquoi nous considérons la bonne gouvernance comme outil de prévention de conflits. Les efforts doivent se poursuivre à tous les niveaux. Selon les organisateurs de cet atelier de 2 jours, la société civile et les médias doivent apporter leur pierre dans la construction du dialogue civilo-militaire et informer la population sur l'état de la réforme du secteur de sécurité.
Dans l'actualité également, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix a organisé ce mercredi un atelier de formation à l'intention d'une trentaine de jeunes étudiantes placées sous le thème Jeunes filles et leadership. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Sous le baobab avec les femmes, une manière de faire la part belle aux femmes dans le débat en Camara. Meilleur espoir de l'année 2012, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix œuvre pour la promotion du développement du leadership féminin. Il offre aux femmes l'occasion de développer leur habileté de leadership et leur autonomie dans un environnement où elles se sentent en sécurité, respectées et surtout soutenues. La motivation de créer ce centre est l'expression de mon engagement pour l'instauration en Guinée d'un réel état de droit, la formation des jeunes filles femmes de Guinée, la préservation de la paix. Les femmes de Guinée sont capables. Elles peuvent changer l'image de ce pays car il y a des potentiels. Il nous suffit juste d'oser. Abordant dans la même logique, l'ancienne ministre de la Promotion féminine et de l'enfance s'est réjouie de cette initiative. Selon elle, les filles d'aujourd'hui sont des leaders de demain. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer leurs capacités afin de faire valoir leurs mérites. Ça demande une solidarité féminine. Quand vous êtes convaincu du travail que vous faites, vous vous donnez la main, vous vous serrez les coudes. Je ne ferai que remercier le centre FECPA d'avoir pensé à mobiliser cette jeunesse pour qu'elle s'implique dans le développement de ce pays. C'est extrêmement important. Et donc le combat, il est là. Vous devez le mener. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix n'est pas à ses premiers pas. Contribuer au dialogue national avec l'implication de la couche féminine ou mieux, former et valoriser les rôles positifs que les femmes jouent dans le processus de la consolidation de la paix en Guinée sont entre autres acquis de FECPA. Le club des filles du centre FECPA vise, entre autres objectifs, le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Guinée, la lutte contre toute idée irrationnelle pouvant semer la mésentente entre les filles et fils de la Guinée, la promotion de l'autonomisation des jeunes filles, la création d'un cadre de concertation entre les filles, tous bords confondus. Devenir une fille leader n'est pas une simple promenade de santé. Consciente de cette responsabilité, les concernés s'engagent à être des modèles. Pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait entente dans cette société, il faut quand même que les femmes s'associent aux hommes. Ensemble, nous pouvons parler d'une réelle démocratie, d'un développement socio-économique dans notre pays. Comme pour dire que la récompense est au bout de l'effort. Aux filles de s'armer de patience et de persévérance pour faire du leadership féminin une réalité. En compte rendu signé Saran Camara, autre facette de l'actualité, les pourparlers entre les acteurs politiques se poursuivent au Palais du Peuple. Ce mercredi, les débats de fond ont commencé. Ils ont tourné autour des points de revendication de l'opposition républicaine. Le pouvoir et l'opposition discutent pour trouver une solution consensuelle pour la tenue des législatives. Les précisions dans ce reportage de Yao Bachir. Le dialogue politique de ce mercredi s'est poursuivi comme prévu au Palais du Peuple dans la salle des actes, en présence des représentants de l'opposition républicaine, de la mouvance, du gouvernement et ceux de la communauté internationale. Cette énième rencontre des acteurs politiques vise à créer des conditions pouvant permettre l'organisation des élections législatives libres, transparentes et acceptées de tous. À l'issue donc des discussions qui se sont déroulées dans une ambiance à bon enfant, les partis ont convenu d'observer une détente afin de faciliter la poursuite du dialogue. Les partis ont adopté un ordre du jour en 4 points. Premier point, question liée à l'opérateur technique et au fichier électoral. 2. Vote des Guinéens de l'étranger. 3. Fonctionnement de la CENI. 4. Chronogramme électoral. Il s'en est suivi des échanges francs entre les partis sur les questions de l'ordre du jour. Je tiens à souligner que les discussions ont eu lieu dans une atmosphère conviviale et fraternelle, dans un esprit constructif en vue de rechercher des compromis nécessaires.
Des discussions qui ont naturellement tourné autour des points de revendication posés par l'opposition républicaine, à savoir le vote des Guinéens de l'étranger, le départ du couple Wemax Sabari Technologies, la libération des militants de l'opposition arrêtés et le report de la date du 30 juin. La paix étant indispensable pour le développement de tout pays et pour l'obtenir, le dialogue s'impose comme une nécessité. C'est cet espoir que garde le médiateur international. Les partis ont convenu de maintenir un climat de détente favorable à la poursuite du dialogue et à l'apaisement social. Je lance donc un appel à tous pour que rien ne soit dit ou entrepris qui puisse compromettre cet état d'esprit. Le dialogue se poursuivra avec la volonté affichée de toutes les parties prenantes pour achever cette transition qui n'a que trop duré. À présent, célébration ce mercredi en différé de la Journée internationale des télécommunications, l'éthique au service de l'amélioration de la sécurité routière, tel est le thème retenu cette année, une occasion pour le ministre des Postes et Télécommunications de revenir sur les avantages d'éthique ainsi que ses méfaits dans la gestion du trafic routier. C'était à la faveur d'une cérémonie rehaussée de la présence de certains membres du gouvernement Fanta Conté. Célébrer le 17 mai de chaque année, la Journée internationale des télécommunications est une occasion pour les décideurs politiques de mettre en exergue le changement apporté par les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la vie des populations. C'est pourquoi le chef du dit département, en procédant au découpage du gâteau d'anniversaire, a énuméré quelques innovations d'éthique dans la sécurité routière. L'impact d'éthique dans la circulation routière se matérialise par l'utilisation des systèmes intelligents, le GPS, qui permet de la localisation et prévoir instantanément les cas d'accident. Fournir aux conducteurs des informations en temps réel sur le trafic et leur permettre d'éviter des embouteillages. Trouver l'itinéraire adéquat pour le déplacement, réaliser des opérations de télédiagnostic, etc. Malgré ces avantages, les TIC sont souvent mal utilisés de manière irresponsable par certains usagers de la route, notamment avec l'utilisation du téléphone au volant ou la rédaction des SMS ou encore autres systèmes de navigation ou de communication. Une situation qui est à la base de nombreux cas d'accidents de la circulation. Selon les statistiques, 1,3 million de morts par an, 20 à 50 millions de blessés et 518 milliards de dollars de pertes économiques à l'échelle mondiale. Il m'a été donné qu'il y a environ 100 cas d'accident de la circulation qui a enregistré environ 200 personnes tuées et environ 400 personnes grièvement blessées. Toutes par utilisation de ces TIC. Les accidents de la circulation sont aujourd'hui la principale cause de mortalité dans nos villes. Il s'agit pour nous, en conséquence, de développer un esprit de responsabilité, cultiver le sens de la discipline. La circulation routière obéit à des règles. En les respectant, on réduit leur fréquence. Cette cérémonie a été surtout marquée par la remise aux autorités de l'annuaire téléphonique de tous les opérateurs ainsi que de 2 véhicules aux travailleurs du département des postes et télécommunications. Remise d'équipements flambant neufs à la RTG Coloma, il s'agit d'appareils qui devraient servir à renforcer la capacité technique de la régie et du montage virtuel de la télévision nationale. Ils sont fournis par Tema, une société de distribution des images africaines à travers le monde. Mohamed Malik Diallo. Après le lot de 10 Macintosh reçus il y a quelques mois, la télévision nationale bénéficie à nouveau d'équipements devant permettre l'amélioration des conditions de travail de ses techniciens et journalistes. Cette fois-ci, ce sont des équipements comprenant 3 magnétoscopes lecteurs enregistreurs DSR 1800 AP, 7 magnétoscopes HDV et 3 systèmes UHF de microphones sans fil conçus pour la prise de son en reportage dans un milieu à bruit ambiant élevé. Ces équipements devront servir à la rédaction et la production de la télévision nationale de faire de la célérité une devise essentielle. Lorsque nous sommes arrivés ici, à partir de janvier 2013, nous étions inquiets parce que ce matériel pouvait lâcher à tout instant. Et dans une télévision, quand la régie lâche, c'est que tout ce que vous avez produit n'a plus d'utilité parce que ce n'est pas diffusé. Dieu seul sait avec quelle acrobatie
nos agents réussissaient ces derniers temps à produire les différents sujets. Les journalistes se mettaient en rang avec 3 lecteurs pour 10 Macintosh et les lecteurs passaient à tour de rôle et cela vraiment ça fatiguait et ça épuisait le système de montage. L'envoi de ces équipements rendus possibles par le ministère de la Communication renforcera sans doute la capacité technique de la régie et du montage virtuel afin de redynamiser la RTG qui éprouve d'énormes difficultés à produire et à conserver son journal et surtout ses émissions. Je voudrais vous dire que les efforts qui ont commencé vont se poursuivre parce que M. le Président de la République en réunion sectorielle nous avait annoncé que les émetteurs commandés sont arrivés. M. le Président de la République a permis, grâce à un don de 500 millions de nos francs, l'accès au sommet de Kakulima pour que les pylônes, je crois de 500 tonnes, que les Chinois doivent y acheminer, soient acheminés. La route est terminée. À l'origine, ces équipements ont été obtenus par la vigilance de Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG, qui a décelé l'existence d'un fonds d'assistance à la télévision nationale guinéenne et l'a matérialisé par la commande de ces appareils, ainsi que la formation très prochaine de certains techniciens à l'étranger. Ce fonds émane de la société Tema, qui s'occupe de la distribution des images africaines à travers le monde. Restons toujours dans les couloirs de la RTG Coloma où depuis quelques jours les rumeurs font état du limogeage par un arrêté non signé du rédacteur en chef de ce média, le service public. Alors, voyons ce qu'en dit le ministre de tutelle en marge de cette cérémonie de remise d'équipement. On écoute Togba Césaire Pogomou au micro de Mohamed Malik Diallo. L'arrêté qui a été publié est bien mon arrêté. Je l'assume parce que je l'ai décidé. J'ai dit que nous sommes dans un processus de changement perpétuel jusqu'à ce que, même si la perfection n'est pas humaine, mais jusqu'à ce qu'on approche le seuil de la perfection. J'avais promis à ma prise de service qu'en plus des réunions de cabinet, j'organiserai des assemblées générales. Je crois que celle d'aujourd'hui, qui va rassembler tous les travailleurs du département de la télévision, va aborder ce point parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Nous allons expliquer les tenants et les aboutissants de nos décisions parce que nous avons opté pour la transparence. Nous ne faisons nullement des règlements de compte, mais c'est cela, il y a beaucoup d'anomalies à la télé, bien que beaucoup d'efforts aussi sont en train d'être faits. Je suis venu pour demander à mes collaborateurs que sont les travailleurs d'ici d'aller encore davantage loin, de fournir beaucoup d'efforts. En bref, un jeune animateur d'une émission littéraire dans une radio privée de la place, Afadio Camara, malvoyant, vient de bénéficier d'une admission à l'université François Rabelais de Tours, mais il doit payer 7 500 € pour des frais de voyage et d'hébergement, un montant auquel il ne peut faire face, d'où son appel aux personnes de bonne volonté. Et j'ajoute que les personnes de bonne volonté qui souhaitent assister Afadio Camara peuvent le joindre au 664 33 46 17 ou envoyer leur contribution au compte Ecobank à ce numéro 660 00 78 73 10 19. Et puis au chapitre des faits divers, un mort et 5 blessés graves, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu ce mercredi au carrefour Nongo. Selon les informations recueillies sur place, la défectuosité du système de freinage serait à l'origine du drame. Le chauffeur du camion qui a provoqué l'accident reste pour l'heure introuvable. Les explications dans ce reportage de Fanta Conté. C'est ce camion rempli de sacs de ciment immatriculé RC1002 en provenance de Koza qui a percuté un taxi de marque Peugeot 309 immatriculé RC7447L. Selon les témoignages recueillis sur place, la défectuosité du système de freinage serait à la base de cet accident qui a coûté la vie au chauffeur de taxi dont l'identité n'est pas encore connue. Il a fallu l'intervention des populations riveraines pour dégager le camion afin de sortir le corps du chauffeur des décombres. Les 5 passagers qui étaient à bord du même taxi ont été grièvement blessés et se trouveraient à l'hôpital d'Onka pour recevoir des soins. Quant au chauffeur du camion qui est à l'origine du drame, il reste pour le moment introuvable. Mais si cet accident a causé des dégâts importants, il a aussi fait le bonheur de certains citoyens du quartier Nongo qui n'ont pas hésité à voler au vu et au su des agents des services de sécurité les sacs de ciment que transportait le camion.
Il faut signaler que malgré l'insistance de notre équipe de reportage, le responsable des agents de constat présents sur les lieux a refusé catégoriquement de se prêter à nos questions. À noter enfin qu'un autre accident s'est produit mardi au même endroit, faisant sur le coup 2 morts. La récente tournée du président de l'Union démocratique de Guinée en Basse-Côte s'est achevée par les préfectures de Koundara, Gawal et Boké dans toutes ces 3 préfectures. Et l'âge Mamadou Silla a expliqué à ses militants et sympathisants le bien fondé de son protocole d'alliance électorale avec le RPG Arc-en-Ciel. Il les a aussi exhortés à voter massivement aux législatives du 30 juin en faveur de l'alliance au pouvoir. Alpha Omar Bari. Deuxième et dernière étape de la tournée de prise de contact du président de l'UDG avec ses militants et sympathisants en Basse-Côte, les préfectures de Boké, Koundara et Gawal. Une tournée mise à profit par El Hadj Mamadou Silla pour expliquer et remobiliser son électorat au sujet du protocole d'alliance électorale que son parti a signé avec le RPG Arc-en-Ciel le 7 mai dernier. Dans la préfecture de Koundara, les militants et sympathisants du parti UDG ont apprécié et adhéré à l'acte posé par leur leader El Hadj Mamadou Silla. Nous nous engageons à œuvrer auprès de nos militants pour matérialiser ces relations, gage du renforcement et la consolidation de la démocratie dans notre pays. S'inscrivant dans le cadre de la sensibilisation de nos braves militants à soutenir nos protocoles d'alliance électorale, de nos formations politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UDG, pour un vote massif en faveur des candidats de nos circonscriptions électorales, cette mission concrétise davantage les liens qui ont toujours existé entre le leader du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, et le leader de l'UDG, El Hadj Mamadou Silla. Même son de cloche dans la préfecture de Gawal, où El Hadj Mamadou Silla a été reçu en pompe. Les militants des 2 partis de cette localité promettent une victoire éclatante du RPG Arc-en-Ciel aux législatives du 30 juin. Nous avons l'ultime conviction que votre arrivée à Gawal nous édifiera davantage pour lever tout équivoque sur l'alliance entre nos 2 partis dont l'objectif est de consolider et de matérialiser l'accord électoral entre le professeur président Alpha Condé et El Hadj Mamadou Silla, président de l'UDG, dans le souci de mettre fin à la transition dans notre pays. Quant à la victoire, nous comptons brandir son épée avec rage. C'est promis que Gawal aura une victoire éclatante et une victoire exaltante du RPG Arc-en-Ciel UDG lors des élections législatives le 30 juin 2013. Pour El Hadj Mamadou Silla, son alliance avec le RPG Arc-en-Ciel ne date pas d'aujourd'hui. Si tu aides quelqu'un à avoir le pouvoir, tu dois aussi l'aider à assumer sa responsabilité. Il ne faut pas l'épauler et l'abandonner de sitôt. Beaucoup de partis alliés au RPG Arc-en-Ciel ont décidé de quitter l'alliance. Mais nous, une alliance électorale qui prouve à suffisance la volonté de El Hadj Mamadou Silla à accompagner le professeur Alpha Condé pour une large victoire aux législatives annoncées pour le 30 juin prochain. Culture dans cette édition, la structure Mass Production a conféré ce mercredi avec les hommes de médias. C'était au musée national de Sandarvalia dans la commune de Kaloum. Il était question pour les responsables de cette structure de décliner le contenu du premier salon international de la musique africaine SIMA qui se tiendra prochainement à Yaoundé au Cameroun, un espace d'échange et d'expression du répertoire musical africain. L'hommage au feu président Lansana Conté a aussi été évoqué pour la circonstance. Et là, Jomar Barry. Il était question pour les animateurs de cette conférence de presse d'évoquer la perspective du premier salon international de la musique africaine dans son cadre organisationnel. Un événement annuel qui se tiendra prochainement à Yaoundé au Cameroun. Ce salon devrait être une tribune d'expression de la musique africaine dans toutes ses dimensions. Le BEMA se donne pour objectif de développer le salon africain en créant le premier salon de la musique africaine SIMA. Un événement annuel itinérant composé d'un marché de concerts, de rencontres professionnelles, d'ateliers et de remises de prix. La première édition se tiendra au Cameroun du 30 octobre au 2 novembre 2013 et la seconde édition se tiendra au Sénégal à Dakar.
Le CIMA est donc un salon de la musique ouvert aux artistes africains du continent et de la diaspora, tous styles de musique confondus. La sélection des groupes est confiée à un comité de programmation composé de professionnels de la musique. La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 juin courant 2013. Par ailleurs, l'occasion a été mise à profit par l'agence de promotion artistique et culturelle Mass Production pour rendre hommage au feu général Lansana Conté à travers un album intitulé Le Visionnaire, album dont la sortie est prévue le 15 juin prochain, un hommage que la structure qualifie de dette morale. Vous ne pouvez pas nier que le palais Séroutréa a été reconstruit par Lansana Conté, que le palais des Nations a été construit par Lansana Conté, que le stade du 50 000 places de Nongo a été construit par Lansana Conté. Mais aujourd'hui, si on le rend hommage, c'est parce que nous avons ce devoir-là. Et c'est un devoir que je vous invite à faire, vous. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'en organisant cela, c'est contre le président de la République, ils sont en train de tromper le président de la République. Au nom du département en charge de la culture, Jean-Baptiste Williams a félicité et encouragé les ténors de ce projet. Ensuite, il les a invités d'aller dans le sens de la culture historique. Nous vous invitons tous à aller dans le sens de la vérité historique. Essayons de nous mettre nous-mêmes en valeur pour que les autres le prennent au sérieux. Et la jeunesse a besoin de repères. Mais où sont nos repères? Donc, sur les deux plans, BEMA et le spectacle hommage au feu général Lansana Conté, moi je dis ce n'est qu'une logique parmi les logiques. Tous les artistes et promoteurs africains de la musique sont conviés à ce grand événement dont les inscriptions ont déjà démarré sur le site web www.le-bema.com. En cas de sélection, le CIMA pourra, le cas échéant, assister les sélectionnés dans les frais de transport. Mesdames et messieurs, place maintenant à la rubrique invitée du journal. Mohamed Dibri Kamara reçoit une réalisatrice, Madame Cissé Mawata Kamara. Au menu de l'entretien, le film long métrage intitulé Kélé. Messieurs et dames, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette rubrique invitée du journal. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons parler 7e art avec une femme qui se nomme Madame Cissé Mawata Kamara. Elle est réalisatrice d'un film intitulé Kélé, traduisez bien la guerre. Avec elle, nous allons parler de ce film. Bonsoir, Madame Cissé. Bonsoir, Gibril. Merci d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, première question, pourquoi ce titre Kélé? Bon, comme c'est un film basé sur la guerre, donc il fallait qu'on donne quand même un nom qui reflétait un peu le film. Voilà, c'est pourquoi on a donné le nom Kélé. Kélé, c'est en malinké qui veut dire la guerre. Ouais. On peut le dire aussi en poula guéré. Et comme en sous guéré. Voilà. Donc c'est la parité linguistique. Voilà. Alors, d'où est partie l'idée de faire ce film? C'est vu un peu ce qui s'est passé en 2010 pendant les élections présidentielles. J'ai vu un peu le pays basculer ça et là. Je me suis dit, attends, je ne devais pas garder cette histoire-là à moi. Il fallait essayer de faire un film pour montrer, n'est-ce pas, à tout le monde, aux décideurs politiques, aux femmes et aux enfants, que voilà comment les femmes et les enfants souffrent dans une guerre. Donc, nous, les femmes, nous devons tout faire pour qu'il y ait toujours la stabilité. Donc, c'est cette idée-là qui m'a vraiment motivée, parce que je veux vraiment que la paix continue à être préservée dans le pays. Voilà. Alors, il y a beaucoup de films sur la guerre. Alors, quelle est la spécificité de votre film? C'est au fait basé sur les femmes et les enfants. Et c'est une histoire vécue que je raconte dans le film. C'est pendant la guerre civile au Libéria, les femmes sont venues nombreuses dans notre village. Donc chaque femme racontait son histoire, ça là. Pas à moi. Moi j'étais encore toute jeune, mais écoute, j'écoutais un peu l'histoire, voilà, qu'elle racontait. À l'époque, c'était très difficile, c'était très dur. C'était pendant la saison des pluies. On a dû laisser nos lits, nos maisons, nos nourritures, n'est-ce pas, à ces personnes en danger. Et finalement, on n'avait plus rien à manger. Et c'est l'igname sauvage, n'est-ce pas? On se nourrissait avec l'igname sauvage. Je sais que tu ne sais pas, tu ne connais même pas ce que c'est que l'igname sauvage. Nous, on a mangé l'igname sauvage. Écoute, c'est tout ce qui m'a amené à faire le film. Parce que la guerre, c'est pas une bonne chose. Ça n'a que de me faire
désastreuse. Et notamment sur les femmes et les enfants. Voilà. Alors, ces femmes et ces enfants, vous en parlez beaucoup dans votre film. Pourquoi, justement, à votre avis, les femmes et les enfants sont les couches les plus vulnérables quand il y a conflit? Je suis une mère, je suis une femme. Ouais. Je ne peux jamais laisser mon enfant en temps de guerre. Je suis obligée, même si je suis à 10 km de mon enfant, on dit qu'il y a une agression, je dois courir pour aller prendre mon enfant. Et si dans ça, à vos risques et périls. Voilà. Donc c'est pourquoi je me suis beaucoup basée sur ce sujet-là, c'est d'appeler, d'attirer l'attention des femmes, que nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est très difficile, hein? C'est très difficile de voir un enfant de 2 ans être violé par un rebelle. Et pour ça s'est passé. J'ai fait une émission au mois de février avec une femme congolaise sur RFI. La femme congolaise elle a dit quoi? Que les femmes sont tellement violées là-bas que même les filles de 2 ans sont violées. Et quand les femmes sont violées, qu'est-ce qu'elles font les rebelles? Elles vont introduire, excusez-moi, le sel et les feuilles dans le ventre d'une femme. Donc c'est tout ce que je une veux situation assez déplorable. Alors, les femmes et les enfants, vous avez presque les yeux larmoyants. Les femmes et les enfants, vous en parlez beaucoup. Est-ce que ce n'est pas pour donner une dimension émotionnelle à ce film? Effectivement, c'est ça. C'est pour toujours appeler les femmes à s'impliquer dans la paix, dans la consolidation de la paix. Même si on n'a rien, mais si on vit dans la paix, je pense que c'est plus que tout. Et c'est pourquoi j'interpelle toutes les femmes guinéennes à s'impliquer davantage, à sensibiliser nos enfants et nos maris. Moi, je ne laisserai jamais mon mari allumer un feu. Si c'est un feu qui doit brûler tout le monde, je ne le laisserai jamais allumer. Je ferai tout pour éteindre. Alors, ce film est-il connu du grand public? Bien sûr. J'ai fait une première projection au Palais le 22 décembre 2012 et le centre culturel le 8 mars 2012. Au Palais, c'était le 22 mars 2011 et au centre culturel, c'était le 8 mars 2012. Et tout récemment, je suis allé à Bamako à une conférence internationale sur les femmes dans les conflits. Donc, le film a été projeté là-bas. Et ça fait vraiment pleurer presque tous les Et sur place, quelles sont les démarches, les activités que vous avez faites pour faire connaître ce film du grand public? Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller vers la population, c'est d'aller dans les quartiers populaires pour aller projeter le film. Parce que nous allons vers les élections législatives. Il faut aller aux élections législatives de façon apaisée, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi je me suis levée depuis près d'1 mois maintenant. J'ai été voir beaucoup de personnes pour qu'on puisse m'aider, au moins à mettre les moyens à ma disposition pour aller projeter le film dans les quartiers populaires, les ronds-points, voir les écoles publiques, pour qu'on puisse vraiment, que ceux qui n'ont jamais vécu la guerre puissent savoir qu'effectivement, quand il y a un conflit, voilà les femmes et voilà comment les femmes et les enfants sont massacrés ou maltraités. Alors, faire d'une pierre 2 coups, c'est-à-dire faire connaître le film et procéder à une communication de proximité. Alors, pour cela, est-ce que vous avez le soutien des politiques? Quand j'ai fait la première projection, j'ai été voir presque tous les grands leaders. Excellente soirée à tous et à toutes. C'est ainsi que sera ferme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez.